La cover est incroyable, tu vois. Et moi, Akhenaton faisait clairement partie de mes darons. Alors, il y a beaucoup de belles choses, hein. Le meilleur album de Biggie, c'est faux, pas du tout. Pour moi, il fait vraiment partie des gens qui m'ont mis dans le rap. Salut, c'est Mehdi. On va parler de plein d'albums dans mon Music Club aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Et c'est parti. Allons-y. Je vais vraiment, histoire qu'on soit dans le cliché tout de suite. Après, on passe à autre chose. Voilà, on va commencer avec ça. Deuxième album des Sages Poètes de la Rue, Jusqu'à l'amour. C'est également une de mes pochettes préférées de l'histoire. Je la trouve trop belle. Et pour la petite anecdote, je m'étais fait une casquette en Thaïlande avec cette cover, tu vois. J'ai une photo sur Facebook qui doit encore être postée. J'ai plus la casquette. Mais c'est vraiment un album qui est trop important pour moi. Et je pense que c'est un album, en vrai, c'est ce que je pense que je recherche le plus dans le rap. C'est cool, en fait. Tu vois, c'est fun. Ce qui empêche pas le groupe d'aborder des thématiques, etc., des morceaux plus ou moins engagés comme je rappe pour les minots, etc. Mais il y a vraiment un truc où, je sais pas, c'est facile à écouter. En vrai, c'est quand même un groupe qui rappe sur des samples de jazz et de soul. Donc, un truc accessible déjà, que tout le monde peut comprendre, avec des mecs qui parlent de leur textile, comment ils sont mieux habillés que les autres, de la paix dans le monde, et genre Zoxy qui dit que bon, c'est un peu le meilleur rappeur du monde quand même. Et c'est juste cool, tu vois. Il y a dans le train de nuit des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe. Et ce qui, évidemment, nous amène fatalement à parler de ce groupe-là, qui est, je pense, enfin, qui est même pas, je pense, c'est clairement l'inspiration, je pense, la plus évidente des Sages Poètes de la Rue. De toute façon, je pense toute cette époque-là, hein, tu vois, la Native Tongue, donc tous les groupes de New York, vraiment des débuts des années 90, avec ce côté vraiment, peace, quoi. Rap conscient, mais c'était pas chiant. Il y avait ce truc-là, en fait, où il y avait pas, tu vois, moi, autant, c'est le rap vraiment, et je veux pas manquer de respect à ça, mais Public Enemy, vraiment fin des années 80, qui est vraiment un rap conscient, et qui est super important, mais qui était plus agressif, plus véhément. Moi, je me le suis pas appris aussi, je pense, parce que c'était trop bruitiste pour moi, et je pense que, comme je l'ai pas vécu à l'époque, beaucoup de mal à l'apprécier de manière rétroactive, alors que ça, une des plus grandes questions du rap, c'est est-ce que tu préfères Midnight Marauders ou Low End Theory? Et je pense que moi, je préfère Midnight Marauders, même si les deux sont parfaits, et je pense que ça vieillit trop bien, parce que c'est des mecs qui samplent du jazz, c'est des mecs qui rappent de manière trop cool, avec des voix trop cool, des flows trop cool. C'est le rap cool, en fait. Finalement, les œuvres les plus atemporelles, c'est celles qui sont pas trop obsédées par le futur. Tu vois, j'ai l'impression que quand t'es à un moment donné et que tu veux trop être futuriste, souvent ça vieillit mal. Tu vois, quand t'es en mode, vas-y, je vais changer un truc, je vais faire un truc bruitiste, dérangeant, désaccordé. En fait, souvent, j'ai l'impression que souvent c'est un truc qui est, comment dire, novateur à une époque, mais qui vit pas toujours très bien. Alors que du jazz, mec, ça sera toujours bien, tu vois. Genre, et donc rapper, ça peut être chiant, mais justement, les prods, etc., Q-Tip, tout ça, fait que c'était pas chiant, tu vois. Moi, c'est un peu avec ça, tu vois, dans les années 90, que je suis arrivé au rap, avec ce rap français-là, ce rap français vachement influencé par ce New York-là. Et il est là, tu vois. Je l'ai vu avant. Parce que les Sages Poètes arrivent, évidemment, enfin, en tout cas, sont mis en lumière par Solar, tu vois. Mais voilà, moi, le premier rappeur, je pense que j'entends en France, c'est lui, c'est Solar. D'abord avec Qui sème le vent, récolte le tempo, mais même pas l'album, j'écoute même pas l'album, juste Bouge de là, en fait, qui est un tube. Bouge de là. Bouge de là. Parce qu'il y avait un peu le côté, tu sais, gimmick. En vrai, il y avait un gimmick avant l'heure, tu vois, le côté Bouge de là. Et c'était un truc qu'on répétait partout, dans les cours de récréation, à la télévision, ça devenait même une blague. Tu vois, et puis Solar, il avait sa marionnette chez les Minicums. Il y avait un mini-cum MC Solar, quand même. Il y avait Nagui, Solar et Decaune. C'était fou. Il est arrivé dans la pop culture, je trouve, très vite. Et j'aime beaucoup le premier album. Même si on cite souvent celui-là, j'aime beaucoup le premier, je trouve, dans les samples et tout. Mais celui-là, il est ultime, en vrai. Il est parfait. Solar est un niveau de rap incroyable. Et les productions, évidemment, tu vois, les prods. Évidemment, t'as Jimmy J, qui est quand même quelqu'un de super important, je pense, dans cette face du rap, la face du rap cool, on va appeler ça comme ça, puisque même sa compil, ça s'appelait les Cool Sessions. Puis l'arrivée de ce qui deviendra Cassius, tu vois, Zdar et Boom Bass, qui commencent à produire du rap là-dessus, et qui en fait, eux, finalement, enfin, c'est un peu le début aussi de la French Touch sur cet album-là, donc c'est la cover, la pochette, la photo est magnifique, enfin, il y a un truc vraiment d'élégance, tu vois, c'est vraiment un album parfait, et Solar, à ce moment-là, est un peu un rappeur parfait dans ce qu'il incarne. Genre, je pense que si j'avais voulu être un rappeur à ce moment-là, j'aurais voulu être Solar, tu vois. Genre, c'était trop. Et il était avec Ophélie Winter. Quand même. Et j'aime beaucoup aussi Paradisiaque, le troisième album, qu'on voit un peu, je pensais, comme le début de Solar, en mode un peu rap commercial et tout, parce que ça a vraiment cartonné. Mais les prods, je trouve que les prods, justement, des mêmes gars, elles sont peut-être encore mieux, tu vois. Elles sont un peu plus house, justement, un peu plus filtrées et tout. Et je trouve que c'est chambé. On dit que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Moi, quand je découvre vraiment Naïden, déjà, c'est un peu en retard. Hein. C'est vraiment quand il part un peu en solo, après le troisième album des Sages Poètes, quand il sort Casse Départ. Je suis qu'un gorille, je file droit vers le sommet comme King Kong. Donc si on m'avait dit,
en 2002-2003 que 20 ans plus tard, quand il annonce un album avec Kyo Itachi, il y a tout le monde qui m'arrobasse sur Insta en mode ouais Mehdi, pourquoi enfin tu vois, c'est trop bien en vrai, tu vois, et c'est trop bien en plus parce que je le sens super reconnaissant alors que j'ai rien fait, j'ai juste parlé d'un album que je kiffe, enfin d'un artiste que je kiffe, et donc il y a un peu ce truc là en mode ouais je sais que quelque part tu vois on a un peu nous, dans nos émissions, etc., fait en sorte qu'on reparle un peu de Danny, parce qu'aussi, lui, il était moins présent. Donc c'est cool, tant mieux, et tant mieux que, je pense, pour une génération, le mec qui a cassé les couilles à tout le monde avec Danny Dan, c'est moi, tu vois. Mais il y en a eu d'autres avant, je suis pas le seul qui ait parlé de lui. J'ai juste fait ce que Alpha, ou Freeze, ou d'autres ont fait dans leurs morceaux, c'est-à-dire juste dire, mec, Danny Dan, il est trop fort, Nubi, il est trop fort, la Secret Connection, ils sont trop... Tu vois, c'est juste parce que j'ai grandi avec eux. Mais je me souviens qu'avec mes potes et tout, tu vois, on voulait lui ressembler. En plus, à chaque fois, quand il est parti en solo, tu sentais que c'était jamais... aussi bien que ça devait être, tu vois, dans les clips, dans le stylisme, dans les prods. Lui, il rappait toujours trop bien, mais il manquait un truc. Et là, quand je vois qu'il sort un album avec Kyo Itachi, que la cover, elle est faite par Fifou, qu'elle défonce, c'est tout ce que je rêvais il y a 15-20 piges. Donc, tu vois, tu vois, c'est trop bien en vrai. J'ai su maîtriser cet exercice, mon âge et mon cercueil, non. J'en parle sur le blog de la BSDR, je vais à l'époque voir Danny Dan, je sais plus, un showcase, je sais plus où, Glazart, je crois. Et je fais un report, tu vois. Et je dis, etc. Et puis, ouais, Danny Dan, et puis c'est quand même des voix dans la tête, c'est ma sonnerie de téléphone. Et là, il y a un mec qui commente l'article, qui s'appelle Ivan, je dois réussir après, entre parenthèses, Cool Connexion. Et le gars, il fait « Ouah, mec, trop bien l'article, c'est incroyable, moi aussi c'est ma sonnerie de téléphone. » Quelques années plus tard, j'anime la sauce et je reçois Jazzy Baz, qui s'appelle Ivan, tu vois. Et en fait, on parle, et on se rend compte dans l'interview, malheureusement ça a pas été filmé, qu'en fait, c'est lui qui a écrit le commentaire sur le blog de mon article, tu vois. Et à chaque fois, lui et moi, on a vraiment ce truc-là de... Genre, j'ai l'impression qu'on a écouté les mêmes trucs au même moment, tu vois. Et c'est marrant parce qu'une fois, pareil, toujours Jazzy Baz, ça va nous permettre de faire une transition. C'est à un moment où il sort l'album Nuit, et il y a un morceau dessus qui s'appelle Parfum. Et c'est un morceau super nostalgique. Et je lui dis, mec, c'est trop bizarre parce que ce morceau-là, je sais pas pourquoi, il m'a fait penser à Quand ça se disperse d'Akhenaton, qui est un morceau sur Sol Invictus, qui était justement, pour moi, le plus grand morceau nostalgique du rap français. Et il me dit, mais c'est exactement ce morceau que j'avais en tête, tu vois. Des joies et des peines, des larmes et des sourires, des parfums qui font rejaillir des souvenirs. Putain, ce gâchis, les petites filles ont fait place aux mères de 30 ans, pantalon flashy. Et je fais rire les darons qui me boivent ton dû. Ah, il y a beaucoup de belles choses, là. Hein. Parce que là, il y a carrément un bac IAM/Marseille, tu vois. C'est pas que celui-là, il est pas connu, mais c'est trop important, en fait. Tu vois, il y a un peu ce côté où, dans les années 90, il y a IAM, il y a NTM, tu vois. C'est trop bien, tu vois. Mais moi, je me suis pas buté à NTM. Alors que je me suis buté à IAM et à Akhenaton, qui était littéralement mon père, en fait. Moi, je voulais que ce soit mon père. Et je pense que, tu sais, quand tu grandis sans père, il y a un peu ce truc-là, j'en parlais avec Chrissy, où tu sais, tu te cherches un peu des figures paternelles. Et moi, Akhenaton faisait clairement partie de mes darons. Pour moi, genre, je voulais trop être Akhenaton. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai écouté ces albums-là très jeune. Et Akhenaton, en fait, t'as un peu l'impression qu'il a tout le temps été un peu daron. Et nous, on écoutait ça à fond, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, à une époque où on n'avait pas les mêmes problématiques que lui. Cousin, si tu changes de camp, mon pauvre, nous te rappellerons le temps où tu avais encore la morve. Quand je réécoute ça, genre, maintenant, genre, il y a des morceaux, même de Sol Invictus, que je réécoute à 35 ans, finalement, aux âges que lui avait à peu près, tu vois, quand il écrivait certains, pas sur ça, mais sur les albums d'après, je me prends des claques, en fait, quand il parle de mélancolie, de dépression, tu sais, de la vie de tous les jours, de perdre des amis, de famille. En fait, maintenant, t'es dans ces trucs-là, tu vois des gens qui sont en dépression, et donc, il y a une autre lecture que je fais d'Akhenaton, maintenant, en tant qu'adulte. Avant, c'était juste un rappeur fort d'un groupe fort. Maintenant, c'est un mec qui met des tartes, tu vois, quand j'écoute même des morceaux plus vieux, hein, sur Solid Fortune, Canzone di Malavita, morceau super nostalgique, ça met des tartes, tu vois. Saurais apprendre que ceux qu'on chérit d'un cœur tendre ne sont pas éternels, un jour la mort passe pour les prendre. Et voilà, et ça c'est un très grand album, et ça montre aussi bien comment t'es membre d'un groupe qui vient de sortir 3 albums, qui est en train de tout casser, tu pars en solo et tu réussis à faire un bête d'album solo. Je pense que ça a aussi montré la voie, mais après à Shuriken, Café où je vis, à Freeman, à plein d'artistes solo. Non, c'est ultime, et IAM, franchement, pour moi, c'est trop important, quoi. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel, la mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Slum Village, pas grand chose à dire, à part que là, je suis en train de lire Dilla Time, le livre de Dan Charnas sur JG là. Et déjà, je conseille à tout le monde de lire Dan Charnas. Il a fait aussi The Big Payback, qui est mon livre préféré sur le rap. Tout court, en fait, où il retrace un peu l'histoire du rap américain à travers les deals, en fait, les deals un peu importants, marketing, etc. Voilà, mais bon, du coup, Dan Charnas, très chaud, et le livre Dilla Time, c'est mortel aussi pour comprendre, qui est JD, d'où il vient, et pourquoi c'est autant une légende. Je suis content qu'il y ait un album du JK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai longtemps été un énorme connard
français. C'est-à-dire que j'étais en mode, ouais, le rap, c'est New York, quoi. En fait, j'étais Akhenaton. Je voulais être Akhenaton. Donc, étant donné que c'était mon daron, j'ai suivi ses préceptes, tu vois. Et donc, pendant longtemps, j'étais un peu en mode, ouais, le rap, le vrai rap. J'étais un peu comme ça quand j'avais 15-16 ans, quoi. Le vrai rap, c'est ça, c'est New York et Détroit. Tu vois, j'acceptais qu'on aille jusqu'à Détroit. Et je me souviens qu'en fait, moi, je découvre UGK avec Underground Kings, leur double album. Et c'est là, en fait, c'est via ça, et pourtant, c'est du country rap tunes, hein, c'est pas non plus, ça reprend pas tout le sud des États-Unis, quoi. Mais c'est eux, en fait, qui m'amènent et qui me poussent à écouter, même à être beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, limite, je vais écouter Lil Jon grâce à eux, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ils vont me permettre d'être beaucoup plus ouvert en mode, évidemment qu'il y a des bêtes de rappeurs, des bêtes de producteurs et de la bête de musique ailleurs qu'à New York, quoi. Country rap tunes, c'est un peu, nous, on appellerait ça du rap de campagnard, sauf que eux, c'est stylé, en fait. C'est pas la campagne au sens où nous, on l'entend, quoi. C'est juste le sud, tu vois. Et quand tu comprends cette culture-là, et même le sud dans la musique américaine, c'est un cliché de dire que c'est archi important. Donc ouais, UGK, trop important. Pimp C, évidemment, légendaire. Bun B, légendaire aussi. J'aime bien aussi, même moi, Bun B, après la suite de sa carrière, dans les années 2010, il a sorti des bons albums, tu vois, les trilogies, etc. Des bons feats avec des rappeurs actuels. Il est encore là. J'aime beaucoup ce qu'il est devenu. Effectivement, on était allé voir Jay-Z, Beyoncé au Stade de France. Concert bizarre. T'as l'impression que c'est un concert de Beyoncé avec des entr'actes de Jay-Z. Mais, dans les entr'actes de Jay-Z, il fait plein de morceaux, et il fait Big Pimpin', et il fait ce truc-là où il est au Stade de France devant un public qui est majoritairement fan de sa femme, et il rappe le couplet de Pimp C en entier sur Big Pimpin'. Je me souviens que on était en groupe de potes, et on était en train de kiffer ce moment-là. Les gens à côté nous comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Pourquoi il y a ce mec qui est en train de... Enfin bref, bête d'album, bête de groupe, bête de duo aussi, c'est un des meilleur duo de l'histoire du rap, quoi, tout simplement. Ouais, Minnie Riperton, juste moi, je suis amoureux, hein. Pendant longtemps, mon blaze sur Twitter, c'était Mehdi Riperton. Donc, j'étais vraiment complètement, amoureux de cette musique-là, mais beaucoup, en vrai, la chanson cliché, quoi, Lovin' You, qui est vraiment un peu le morceau, je sais pas, du dimanche matin. Tu vois, c'est le morceau du dimanche matin. Lovin' You, c'est juste dans la pop culture. Tu vois, ça fait partie de ces morceaux-là. Je saurais même pas dire quand est-ce que la première fois que je l'ai écouté. Je me souviens qu'il y a cette scène assez drôle dans OSS, le 1 ou le 2, je sais plus, où il se réveille sur la plage et il est en train de prendre des substances, il s'adonne à des plaisirs. Et il y a ce morceau en boucle. No one else can make me feel the colors that you bring. C'est une utilisation pop dont je me souviens, mais quand est-ce que moi j'ai découvert ça, je saurais pas, parce que autant ma mère elle écoutait beaucoup de soul, etc., mais pas Minnie Riperton. Je sais pas, je pense que c'est juste un morceau de pop, tu vois, que j'ai entendu, et je sais pas, j'ai foncé dedans, et ça c'est l'album c'est le seul en vrai album d'elle que je connais vraiment bien, tu vois, que j'ai vraiment beaucoup écouté. Après c'est des best-of, des morceaux que je picorais par-ci par-là. La cover est incroyable, tu vois, c'est tout simple, mais genre c'est tellement la musique qu'elle fait. Genre la cover, c'est exactement la musique qu'elle fait. Donc ouais, c'est trop bien. Vous voulez qu'on en parle, c'est ça? C'est pour ça que vous l'avez mis? Ouais. Eh bien, pas un mauvais morceau. La prod est trop bien. Est-ce que Jamel a rappé sur une prod de Daz Dillinger? Si, Delmar Arnaud, c'est Daz, hein. Je suis quasi sûr. C'est Daz Dillinger. Voilà. Donc, c'est incroyable. Donc bon, évidemment, c'est le single pour Mission Cléopâtre, donc plus grande comédie de l'histoire du cinéma français, c'est bon, tout le monde est ok là-dessus. Mais il y a ce morceau-là qui est un peu une blague à l'époque, mais déjà, frère, c'est incroyable parce que genre t'as Jamel qui ramène Snoop Dogg. Et c'est pas Snoop Dogg, même si Snoop Dogg ça reste ultime aujourd'hui, mais à l'époque, Snoop Dogg c'est 2003, 4, 2002. Donc Snoop il est... Voilà, genre on sort de Chronique 2001, qui a 3 ans, c'est gigantesque. Et Jamel, il fait un morceau avec lui. En vrai, c'est comme si demain, là, je sais pas moi, Fari fait un morceau avec Drake. Et le morceau, la prod, elle est chaude. Après, le couplet de Jamel, c'est un couplet marrant, mais c'est un couplet de Snoop qui est cool. Et prod de Daz Dillinger, qui est donc un rappeur extraordinaire, californien, membre du Dogg Pound, et qui a fait des putains de prod. Et ça fait partie, je pense, à la longue liste des featuring dont Snoop ne doit pas se souvenir. Parce qu'il a collaboré avec beaucoup de gens, et notamment avec Jean Rock, avec un clip devant la gendarmerie de Saint-Tropez, que j'encourage, tout le monde doit aller voir ça. What a deal, how you feel, you got sex appeal. Snoop, son visage a trop voyagé, parce qu'il n'y a même pas que la musique, le cinéma, les pubs, les dessins animés, les parodies. Ouais, et même, j'ai l'impression que même le flow et tout, c'est le flow qu'on peut le plus parodier. Donc je pense que Snoop, ouais, c'est potentiellement la figure la plus populaire du rap, en vrai, tu vois. Et on vient de parler d'Eminem, et
Allons ici du coup, avec The Slim Shady LP, et il y a Stan juste derrière. Dear mister, I'm too good to call or write my fans. This will be the last package I ever send your ass. Sur les réseaux, tu sais, aujourd'hui, quand t'es un peu critique avec la carrière d'Eminem, les albums récents d'Eminem, les fans d'Eminem, ils viennent te tomber dessus parce qu'il a une communauté qui est archi engagée, qui est archi mobilisée. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à accepter le fait qu'on puisse dire que, globalement, après Relapse, c'est moins bien. Et même si, effectivement, sur les derniers albums, il y a des trucs qui sont un peu mieux, moi, je considère vraiment que son dernier très bon album, c'est Relapse en 2009. Ce qui fait que, en vrai, si on est honnête, la période où Eminem, il est trop fort, elle est moins longue que la période où Eminem, il est relou, tu vois. Après, c'est mon avis, ça n'empêche pas lui de vendre des millions d'albums à chaque sortie, etc. Mais je pense qu'il y a un moment dans les années 2010 où c'est devenu autre chose, Eminem. Il y avait des singles, mais les singles, c'est des singles à la Eminem. Tu vois, genre Without Me, Real Slim Shady, c'est des singles à la Eminem, en vrai. C'est pas des singles radio que tout le monde faisait à l'époque. Et quand il commence à faire des feats, les feats avec, bon, évidemment Rihanna et Skylar Grey. Tous les 3 ans, elle revient pour faire un refrain sur un album d'Eminem. Mais c'est devenu autre chose. Mais par contre, en vrai, moi, pour ma génération, et je pense pour d'autres, mais Eminem, c'est trop important. Moi, il fait vraiment partie des gens qui m'ont mis dans le rap. Et au début, je me souviens vraiment que j'écoutais Eminem parce que tout le monde écoute Eminem. Mais je sais pas pourquoi je le trouve fort, en fait. Je le trouve fort, mais je sais pas pourquoi. Et c'est après, en fait, quand je vais vraiment commencer à capter un peu les grands rappeurs, les Biggie, les Rakim, etc., je comprends pourquoi Eminem, il est fort. Je comprends son écriture, je comprends sa technique, je comprends comment ça rebondit, je comprends les flows. Au début, je le trouve juste fort, tu vois. Enfin, je le trouve juste cool parce que tout le monde écoute ça. Et là, je comprends que non, c'est incroyable. En fait, il rappe trop bien, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas encore vraiment de single à part My Name Is, tu vois, qui ressemble à un single. Il est encore dans son délire en vrai rap indé. Hi, my name is what? My name is Du début, parce que Eminem, avant ça, c'est vraiment c'est un mec avec un sac à dos qui fait des open mic et qui découpe sur des prods des prods du gouffre en vrai. Et moi je pense vraiment qu'à un moment il a amené le rap à un autre niveau. Il fait partie, tu sais, t'as des gens comme ça dans l'histoire du rap qui à un moment ils débloquent des niveaux. Tu vois, Rakim il en a débloqué beaucoup. Il faisait rimer des mots qui riment pas ensemble. Tu vois, juste dans les intonations, dans la manière de prononcer le truc, etc. Donc ouais non, c'est rappeur incroyable, tu vois. Ouah, Kanye. Je pense que c'est l'artiste le plus important de ma génération. Tout à l'heure, on parlait de Trap Called Quest, etc. Je les ai pas vus arriver. Kanye, il y a vraiment ce truc-là où je l'ai vu arriver en tant que producteur, en tant que rappeur qui n'était pas crédité sur les albums de Jay-Z quand il rappait. Je parle de The Blueprint 2 sur le morceau The Bounce. Magazines call me a rockstar, girls call me rockstar, billboard rockstar, neighborhood rockstar. Qui arrive et qui dit j'ai envie de rapper, qui sort un album de rap, donc pas celui-là, le premier Collège Dropout, où je me dis pourquoi il rappe moi? Enfin, tu sais, au début, je fais franchement. Et quand l'album sort, je me dis c'est vraiment très bien, mais quand même, ce serait mieux si c'était Jay-Z qui rappait dessus. And niggas gun clapping and keep the squeezing, and Graham keep praying and keep believing. Et on le voit devenir un bon rappeur, devenir un producteur extraordinaire, devenir une pop star. On a tout suivi jusqu'au, tu vois, au mec qui, à un moment, qui sombre, qui revient, qui ressombre. C'est le plus grand feuilleton pop de ces 20 dernières années, en vrai, Kanye West. Moi, je pense que jusqu'à The Life of Pablo, si on est là, on parle et on se dit c'est quoi le meilleur album de Kanye, toutes les réponses sont acceptables. Toutes les réponses sont acceptables. Qui a ça? Qui a autant d'albums? Jay-Z, il a pas ça, Jay-Z. Jay-Z a des albums, et pourtant Dieu sait que j'écoute Jay-Z tous les jours, mais il y a des albums qui sont moins bien. Et Kanye, les albums moins bien, ça commence avec Jesus is King, en vrai, tu vois, qui sont, et encore, moi, il y a des trucs que j'aime bien dessus, mais qui sont moins intéressants. Donc voilà, et celui-là, je me souviens très bien de la sortie de Dead Registration, qui est un album que j'attendais. Là, on est dans le beef Nas Jay-Z encore, tu vois. Il y a Nas sur We Major, il y a Jay-Z qui fait un couplet incroyable sur Diamond from Sierra Leone. The pressure's on, but guess who ain't gonna crack? Pardon me, I had to laugh at that. Il y a Cameron aussi qui commence à être un peu en clash avec Jay-Z, en mode il part de Rockefeller, il est sur le morceau Gun. Knock knock, who's there? Killer Cam, killer who? Killer Cam, hustler, grinder, gorilla true. Il y a l'arrivée de Lupe Fiasco, qui est aussi un rappeur que j'ai beaucoup écouté sur Touch the Sky. Who's on third? Lupe still like Lupe in the third. Franchement, c'était trop bien. C'est vraiment trop bien. Et j'aime bien aussi, tu vois, j'aime bien le côté qu'il arrive finalement. Quand il arrive sur Collège Dropout, c'est quand même un descendant de Tribe Called Quest, en vrai. Tu vois, d'un Native Tongue avec sample de sol, voix pitchée, etc. Et qu'à un moment, il est dit, vas-y, on va aller plus loin. Franchement, quand il fait Graduation et qu'il construit cet album-là comme un album de rock, c'est pas du rock, hein, mais qu'il le construit en mode plus court, album de rock, musique de stade, stronger. Au début, je suis en mode, mais mec, est-ce que t'as vraiment les épaules pour ça? Évidemment qu'il les avait, tu vois. Comment ai-je pu douter de lui? Mais ouais, franchement, c'est incroyable. Waouh. Alors là,
le meilleur album de Biggie. C'est faux, pas du tout. L'album posthume de Biggie, avec des morceaux cool, très cool dessus. Et pourquoi je voulais... j'aime bien l'idée qu'on en parle parce que c'est juste le premier vinyle que j'ai eu dans ma vie. Mais c'est surtout pour parler de Biggie en vrai. Parce que moi, vraiment, tu vois, on parlait d'Eminem tout à l'heure. C'est quand je me rends compte que je kiffe Biggie, en fait, je comprends pourquoi je kiffais autant Eminem. Parce qu'en vrai, je me souviens, je suis à Chicago. Je suis en échange, enfin pas en échange, mais c'est un voyage avec le lycée, tu vois, on va à Chicago. Et là-bas, j'achète des CD. Et donc j'achète genre Ready to Die, Illmatic, vraiment des disques qu'on trouve partout. Mais le fait de les acheter au size, il y a un peu un truc genre waouh. Et donc à l'époque, donc c'est des CD, j'ai un Discman, et je me souviens vraiment du jour où je mets Ready to Die. La première fois que je l'écoute, c'est là-bas. Et je pète un câble. Je me souviens qu'il y a l'intro, il y a la piste 2, c'est Six Don't Change. Et là, je suis en mode, bon, ok, c'est produit par Easy Moby en 94-95, ça a vieilli, je suis plus censé aimer ça, et pourtant, la manière dont Biggie rime fait que genre, j'aime tout. Je trouve ça trop bien, je trouve ça mieux que ce que j'écoute en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je capte le groove, tu vois, le flow, l'écriture, alors que je parle pas bien anglais, je capte tout, tu vois. J'ai l'impression de tout capter en tout cas. Et vraiment, je prends une claque monumentale. Et là, je fais ah ouais, en fait, ok, j'aime ça là. J'aime pas forcément, je sais pas moi, Fabolos, etc. Même si en vrai il est trop fort, mais tu vois, les singles que j'entendais à la radio sur Sky. Par contre, ça là, j'adore, je veux tout connaître. Et après, c'est grâce à Biggie en vrai que je vais écouter Kool G Rap, que je vais diguer, que je vais écouter les techniciens, les rimeurs, tu vois. C'est vraiment grâce à lui que j'entre là-dedans. Et en fait, lui, ce qu'il a, c'est que ça, en fait, la technique, quand tu la sens, c'est relou. Mais quand c'est genre effortless, tu vois. Genre, t'as l'impression que le mec, il est, comme Retour aux pyramides, tu vois, la fameuse anecdote où ils ont posé assis dans un fauteuil. Quand le rap ressemble à ça, quand le rap, t'as l'impression que le mec, il rappe posé dans un fauteuil, c'est genre, tu vois, je sais pas, c'est trop bien, en fait. L'autre légende Tupac, les deux Biggie et Tupac, je les découvre en vrai après leur mort, en fait. Tu vois, je les connaissais que de nom avant. Donc, il y a un peu ce truc-là où, en plus, moi, j'ai la chance d'être dans cette génération-là qui découvre Internet. Donc, c'est facile de te faire une discographie entière en une nuit, en vrai. Et donc, moi, j'ai tout écouté Tupac, y compris les posthumes, parce qu'ils sortaient. Quand j'écoutais Tupac, donc je pouvais un peu les comprendre, etc. Et c'est assez inégal, mais j'aime beaucoup le CD 1 de Until the End of Time de Tupac. Et en fait, on a beaucoup parlé des albums posthumes de Tupac en mode ouais, ils abusent, ils sortent plein de musique, mais il y a des trucs très cool en vrai. Are You Still Down, c'est un bon album. Until the End of Time, c'est un très bon album. Donc il y a quand même, si demain t'es fan de Tupac et t'as envie de tout refaire, je pense qu'il faut les écouter quand même. Je pense franchement il y a des trucs vraiment, vraiment chaud à écouter. Et là, il y a King's Disease de Nas, et ça, c'est très cool. Parce que, on aurait pu dire, ouais, Illmatic et tout. Et en vrai, c'est le meilleur album de Nas. Mais je trouve King's Disease, c'est trop bien, en vrai. C'est trop bien parce que, tu sais ce que je disais tout à l'heure sur Danny Dan et Kyo Itachi, je disais que c'est ce que j'ai toujours rêvé. Et ben, Nas, avec Hit Boy, c'est ce que j'ai toujours rêvé pour Nas. Parce qu'en fait, Nas, j'aime trop, il est trop fort, mais il y a toujours eu ce truc-là de, tu vois, Jay, pour faire l'opposition, Jay, c'est un DA. Jay-Z, il y a toujours ce truc-là en mode, je vais chercher les meilleurs producteurs, même quand je vais rapper avec Swizz Beatz ou avec Timbaland, ça va le faire, je vais réussir à. Nas, quand il a fait ça, ça marche pas. Quand il a rappé avec Timbaland, avec Swizz Beatz, etc., il n'arrivait pas à faire ce truc-là. Il lui faut un truc plus cohérent, il lui faut un producteur, en fait. Il lui faut un mec attitré. Quand il a fait Life is Good avec No ID, c'est trop bien. Et là, quand il s'accouple, j'ai envie de dire, avec Hit Boy, et qu'ils font 6 albums comme ça, à un moment où tu dis que c'est fini pour Nas, en fait. T'as l'impression que c'est, ça y est, tu vois, que le meilleur est derrière lui, on parle que d'Illmatic, etc. Moi, j'avais vraiment, en mode, tu sais, la comparaison Nas-Jay-Z, j'étais en mode, Jay-Z, il a gagné en termes de discographie. Aujourd'hui, la question, elle se pose, hein. Franchement, la question, elle se pose. Là, Nas, il vient de sortir 6 albums. Tous sont pas géniaux, mais t'en as au moins 3-4 qui défoncent. Et j'ai l'impression que ce que fait Nas, Jay-Z est plus trop intéressé par le faire aujourd'hui. Ce qui est tout à fait respectable, tu vois, il fait d'autres choses. Mais en vrai, le mec, aujourd'hui, qui vit un peu sur ses classiques et sur sa légende, c'est Jay-Z, pendant que Nas, il sort 2 albums par an. Donc, je trouve vraiment que Nas, il a réussi un peu à retourner la pièce. On se disait, bon, peut-être que ça y est, en fait, tu vois. Faut écouter les années 90, les années 2000. Non, tu vois, non. Ah, alors ça c'est cool. Ça c'est cool. He's the DJ, I'm the rapper, donc Jazzy Jeff et le mec qui a mis une claque à... Non, pas du tout. Et Will Smith. Ça c'est trop important parce que c'est en fait moi, je parlais du premier vinyle qu'on m'a offert, le premier CD que j'ai acheté, c'est pas ça en vrai, c'est un best-of de Jazzy Jeff and the Fresh Prince, donc eux. Moi
le moment au collège où je commence vraiment à écouter du rap, ça commence avec ça. Et ça commence en fait, pas avec cet album-là, mais avec Will Smith, en vrai. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps à quel point, en vrai, Will Smith, c'était trop important, tu vois, même pour notre génération et même pour moi, en fait. Et parce que bien sûr, il y avait Le Prince de Bel-Air, mais dans les années 90, c'est le moment où, en vrai, Will Smith, on l'a un peu oublié maintenant parce qu'il a sorti des films un peu moins cool, mais c'était le mec le plus bankable d'Hollywood. En vrai, c'était une des plus grandes stars, tu vois, à la fin des années 90, dans les années 2000. Et donc, il sortait, tu sais, à chaque fois, il sort toujours des singles pour les films, genre Men in Black et Wild Wild West. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait, qui m'a fait, comme j'aimais bien le morceau, qui m'a fait, en fait, écouter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait sorti avant, et écouter les premiers albums. Et c'est aussi important parce que c'est, tu vois, Is the DJ, I'm the Rapper, sur les deux faces, t'as les deux stars, en vrai, tu vois, t'as le rappeur et le DJ. C'est super important aussi, tu vois, de la manière dont on s'était mis en avant, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, bon, les DJ ont plus la même place. Ils en ont une autre, hein, tu vois, ils ont aussi pris en fame ces dernières années sur d'autres registres, mais là, tu vois, il y avait vraiment, enfin, c'était un art qui se faisait à deux, en fait, en l'occurrence. Et donc, donc c'était important parce que moi, ma collection de CD, plus que de vinyle, elle commence avec eux. En vrai, tu vois, elle commence avec eux. Ouais, là, il y a deux des grosses claques des années 2010, en vrai. Là, il y a Alia, et ça, en vrai, ça a été super important pour moi. Wouh, Alia, reste avec nous. Erykah Badu, évidemment, trop important. Et pour moi, il y a un lien là. Tu sais, genre, lui, Drake a fait beaucoup de refs à Alia et Erykah Badu. Mais, on s'en fout, parce que j'ai envie de parler de PNL. Parce qu'en vrai, tu vois, je me faisais une réflexion. Moi, tu sais, quand les gens ils disent, ouais, 2023, c'est un album un peu relou pour le rap et tout, il y a moins de bons albums, je suis pas d'accord. Il y a plein d'albums que j'ai kiffé cette année. Mais par contre, je me rends compte que les albums que j'ai vraiment kiffé écouter, c'est un peu des albums confortables pour moi. Dans le sens où, tu vois, là, par exemple, j'écoute beaucoup le Jay Walusen en ce moment. Ou Myro, en fait, c'est normal que j'aime ce rap-là. Tu sais, genre les refs, etc. Ça renvoie à plein de trucs que j'ai écoutés, la manière d'écrire, même l'âge qu'ils ont. Ils sont plus proches de moi que... Donc, c'est normal. Et je me dis, ça fait combien de temps que j'ai pas kiffé un album qui m'a mis une claque, genre un peu novatrice. Et je sais pas, il y en a sûrement eu après ça, mais je pense que PNL, ça fait partie des derniers trucs, quand c'est sorti, je me suis dit, ah ouais, tu vois. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ça ressemble pas à ce que j'écoute, même si je les ai compris assez vite, après le moment où j'ai écouté, j'ai capté la vibe, mais ça ressemble pas à Danny Dan, tu vois. Et ça m'a mis, ça a mis à tout le monde une tarte, mais c'est vraiment ça qui, je trouve, qui était intéressant, c'est que tu sens qu'ils sont arrivés, il y a eu un avant, un après, tu vois. Là, si on parlait de faire, augmenter le rap de certains niveaux, je pense que là, en tout cas, pour le rap français, ça a été le cas. Il y a eu un avant et un après dans la communication, dans la manière de se présenter au monde, dans la musique, dans l'image. Le rap a changé de face, en fait, après Que la famille, Le Mon Chico, dans la légende, et Deux frères, qui est mon préféré. Mais celui-là, dans la légende, est vraiment parfait parce que, genre, moi, je préfère Deux frères parce qu'il y a des morceaux plus forts, mais je pense que celui-là, c'est le plus no skip. Genre, tu peux le mettre piste 1 jusque la fin. C'est parti, en fait. La mif sous un soleil plein, on touche le salaire. Je pense, quand nous, on a commencé à faire des émissions à la BCDR, etc., ça fait aussi partie des groupes dont on a parlé relativement tôt, parce que je pense qu'on avait envie de décrire ce qui se passait, tu vois. Et je suis content parce que j'ai l'impression qu'on a senti le truc venir. Je dis pas on était en avance ou quoi, pas du tout. Parce qu'en vrai, il y a des gens qui écoutaient ça avant nous. Mais je suis content parce que sur notre travail, entre guillemets, de journaliste, je trouve que sur un groupe comme PNL, on l'a plutôt bien fait. Et ouais, c'est une des dernières claques, en vrai, je pense. Mais quand je dis claque, c'est vraiment tarte, tu vois. C'est un truc où je fais, waouh, il y a plein de trucs que je kiffe, tu vois, parce que je suis pas de Jay Walusen. En vrai, ça m'a mis une tarte dans la manière de rapper et tout. Mais je connais, tu vois. Genre, je sais où ça va. Là, j'étais en mode, où ça va, en fait? C'est quoi ce truc? C'est magnifique, tu vois. Et cette cover de Fifou. Voilà. Même là, il est là. Il est partout, ce mec. On n'arrive pas à s'en débarrasser de ce gars. Meilleur album de Drake, voilà. Non, en vrai, c'est entre ça et Nothing Was the Same, je pense, mais ça, je pense que pour moi, c'est le meilleur, dans le sens où c'est un peu c'est là où il affirme de manière définitive ce qu'ils sont au VO. Parce qu'en fait, t'as So Far Gone, super EP et tout, super tape plutôt, t'as Thank Me Later qui est un bon premier album avec un blockbuster, où il dérive un peu de son son, justement, où il va chercher des feats, tu vois, des producteurs qui sont pas dans l'ADN OVO, et en fait, il y a cet album, et bon, ça n'a pas empêché de cartonner, bien sûr, mais il y a cet album-là où, justement, là, tu vois, de la cover
au track listing, au morceau, c'est OVO. Genre, Drake, c'est ça, tu vois. Drake, c'est le mec seul, millionnaire, qui pense à ses ex, et qui chante, et qui rappe, et qui invite un peu peut-être Rick Ross vite fait, tu vois. Il y a Rick Ross, il est OK dans l'univers OVO. Mais non, 21 Savage, pour moi, c'est pas... Travis Scott, c'est pas OVO pour moi, tu vois. Ça, ils ont fait des bons morceaux, mais, tu vois, je trouve qu'il y a ce truc-là où, genre, le Drake, je trouve, qu'a vraiment été important culturellement, tu vois, dans le côté... la revanche des nerds, en fait. La revanche des geeks, parce que c'est ça qui est Drake. Là, maintenant, il y a un peu ce côté où Drake joue au mec populaire, et bon, c'est le mec le plus populaire, donc il n'y a pas de problème. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il est au début. C'est pas ce qu'il est, c'est vraiment ce côté, ouais, je suis fan de Little Brother, les mecs, tu vois. Moi, je viens ici, je viens dans les, enfin, tu vois, je suis fan de rap, et je veux en être. Et c'est vraiment, et ce côté un peu prouveur qu'il avait, et qu'il a encore d'ailleurs, était cool parce que du coup, il y avait un truc, tout le monde, ça pouvait être tout le monde Drake. C'est pour ça que pour moi, je pense, quand on se dit pourquoi ce mec-là, ça marche autant, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Et pour moi, ouais, c'est clairement l'album de Drake que j'ai le plus écouté, parce que je pense le plus iconique, tu vois, le plus représentatif de ce qui pour moi est le son OVO d'une époque aussi, tu vois. Bah, le son de Drake, c'est Marvin's Room, tu vois. Genre pour moi, le morceau ultime de Drake, c'est Marvin's Room. I'm just saying you could do better. Et j'étais content de pouvoir en parler avec Chili Gonzalez qui fait le piano à la fin et qui est crédité et qui a quand même bossé avec Drake et Daft Punk, tu vois, et d'autres gens, mais bon, voilà. Et puis c'est vraiment le son OVO, quand je pense à ça, je pense aussi à Party Next Door, à même I Love McConnell, tu sais, il y avait un délire où moi je pensais qu'OVO ça allait être le meilleur label du monde. Au final, bon, c'est juste le label de Drake, tu vois. Ouais, il y a The Weeknd, bien sûr. Mais tu vois, au final, le label OVO, je trouve qu'il brille pas autant que ce que je pensais qu'il allait briller, tu vois. Pourtant, il y a des trucs cool, hein. Matty Jordan, moi je kiffe, Roy Woods, je kiffe, mais il y a pas forcément l'unité, tu vois. C'est pas Rocafella, en fait. Tu vois, je pensais que ce serait Rocafella en mode ça arrive et tu vois, c'est genre OVO, Toronto. Au final, non. Mais trop important. Voilà. Et belle cover en vrai. Je sais pas qui a shooté la cover, mais c'est pas écrit. Photographie by Hailey Alain et Lamar Taylor. Bravo à eux. Voilà. Voilà. Colmini, Colmini.